Bienvenue dans l'émission qui décortique les fictions. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Jusqu'au dernier, une bande dessinée de Paul Gastine et de Jérôme Félix. L'ère des trains et du chemin de fer commence aux États-Unis. Bientôt, ce seront eux qui mèneront les troupeaux aux abattoirs de Chicago. La fin des cow-boys est proche. Et il ferait bien de mettre de côté ce qu'ils peuvent pour ne pas se retrouver sans un sou quand l'horaire sera passé. Russell, cow-boy de métier, a justement pris cette précaution pour que lui et ses proches puissent vivre convenablement le reste de leur vie. Mais quand quelqu'un se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, un meurtre peut vite arriver. Pris de colère par l'impensable, Russell se lancera à la recherche du responsable. Voilà le pitch de Jusqu'au dernier. Certains diront qu'une simple histoire de vengeance est assez faiblarde, et ce serait le cas si seule l'idée générale de l'œuvre comptait. Mais dans les faits, une mauvaise idée bien concrétisée fait généralement une bonne œuvre. Là où une idée géniale mais mal réalisée ne fait qu'une œuvre gâchée. Voici la preuve que même si l'idée existe, il ne faut pas oublier que son maniement, ce que l'on en fait, compte également. Et n'oublions pas qu'en fonction du support de l'histoire, les moyens et méthodes de maniement fluctuent eux aussi pour développer cette dernière, provoquant une variété de contenus sur une même base, mais adaptés sur différents médias. Par exemple, dans une émission audio, la voix des personnages est le seul caractère physique que l'auteur pourra leur attribuer. Donc, les protagonistes seront doublés en fonction du type de voix qui pourra le mieux les représenter de manière accentuée. En d'autres termes, Le personnage ridicule aura peut-être cette voix-ci. et comme seul l'audio peut faire avancer l'histoire, on risque d'avoir soit un narrateur, soit beaucoup de dialogues descriptifs incrustés au récit pour décrire les actions, pour ainsi rendre l'œuvre audio plus digeste. Par contre, dans une bande dessinée, ce sera bien plus le côté visuel qui sera caricaturé, pour représenter les personnages et leurs caractéristiques. Et les actions, quant à elles, seront représentées en images, et du moins de nos jours, quasiment jamais décrites alors qu'elles peuvent être montrées. Mais ces différences n'empêchent pas de raconter une même histoire. En revanche, elles changent le mode opératoire de celle-ci, pour faire avancer et raconter le récit. Et attention, je me répète, mais chaque support, comprenez média, dispose de moyens différents pour nous raconter une même histoire. Puisqu'en fonction de son support, l'œuvre changera pour convenir à son médias d'ailleurs qui sont différents les uns des autres. Bref, abrégeons de répétition, une même histoire sera différente en fonction du support, justifiant son adaptation sur chacun d'eux, et même leur réadaptation, puisque ce qui compte le plus, c'est, comme dit plus tôt, le maniement de l'œuvre, et non son idée. Mais en quoi consiste le maniement d'une œuvre sur un support exactement? Eh bien, en théorie, il s'agit de transcrire une idée générale, une trame, un récit, appelez ça comme ça vous chante, mais dans tous les cas quelque chose d'universel, déroulant une ou plusieurs actions en l'adaptant sur un média pour permettre sa concrétisation via un moyen précis. Par exemple, le média de l'art séquentiel, plus connu sous le nom de bande dessinée, ne se limite pas que bêtement à une trame décrite point par point sur une feuille, mais s'ouvre plutôt à l'image fixe, simulant le mouvement et le déroulement du temps, via l'utilisation séquentielle de ces dernières grâce à une juxtaposition organisée, permettant une mise en scène. Et j'entends par mise en scène la disposition des cases dans les planches de bande dessinée, et de leur contenu pour simuler une lisibilité de mouvement, d'action et de temporalité. Ceci permettant une mise en scène qui servira à la continuité de la lecture des images. Images contenant souvent des dialogues pour détailler l'histoire et son déroulement. Elles sont aussi régulièrement ancrées pour sublimer le crayonné, qui donnera un effet plus concluant et nuancé. Et enfin, dans certains cas, de la couleur sera ajoutée, qui apportera une nouvelle nuance supplémentaire, voire une nouvelle ambiance à l'œuvre. Et la raison pour laquelle j'ai choisi cette fiction précise, pour en faire une critique, est que sa concrétisation sur planche de bande dessinée est extrêmement intéressante. Car il y a eu un réel travail qui a été accordé à cette partie de l'album. Pas étonnant, lorsqu'on sait que les auteurs auraient en réalité passé 4 ans et demi pour faire leurs 64 planches de BD, revenant à peine plus d'une quinzaine de planches finalisées par année. Mais c'est un rythme qui leur a permis de prendre le temps suffisant pour garantir la qualité de l'album. Commençons par parler de la mise en scène en elle-même. Elle est importante, car elle nous fait ressentir les choses comme les auteurs le veulent. Elle nous montre par la même occasion des informations, sans même forcer dessus via les dialogues, les allégeant ainsi. Et franchement, dans cet album, la mise en scène est très réussie, car elle fait son travail avec optimisation. Prenons une page relativement simple. Ici, la planche commence avec une case, avec un plan large, permettant de montrer l'environnement. On remarque tout de suite une maison, éloignée du reste du décor,
D'une part, elle se remarque car elle est seule et isolée, et d'autre part car elle est terne, ce qui est paradoxal, car une des définitions du terme stipule bien que quelque chose de terne n'attire pas l'intérêt. Or, le fait que la maison soit obscure lui permet de se démarquer du décor, qui, lui, est jovial, et d'où vient le personnage de l'institutrice, un personnage foncièrement positif. La case suivante rapproche son point de vue sur la scène, signant la fin du trajet de la jeune femme par son rapprochement du logis, indispensable pour rapprocher le point de vue et avoir un visuel sur l'institutrice en même temps. Et, d'un autre côté, maintenant que la prise de vue est rapprochée, les couleurs ternes occupent dorénavant la majorité de la case, comme pour impliciter une sorte d'entrée dans un environnement ne retenant pas l'attention due à un mauvais entretien, provoquant un manque de couleurs positives. Notez que la case a au centre de celle-ci un personnage. La troisième case fait descendre les yeux du lecteur sur un personnage et son chien dans l'obscurité. La seule chose qui ressort de l'intérieur du porche est la bouteille d'alcool. Seul élément implicite ressortant de la figure du personnage, qui servira par ailleurs le récit à introduire un détail important de l'enquête sur le fait divers local. Mais dans cette case, il y a aussi une représentation de la lumière, opposée face à l'obscurité, lumière où se trouve l'institutrice. La quatrième case humanise le personnage, qui quitte son obscurité pour montrer un petit sourire et une certaine fierté, un petit moment d'émotion. Puis arrive la cinquième case, qui se rapproche du visage, permettant grandement d'accentuer les émotions du personnage qui, en parallèle, se met en colère et profite de cette visibilité. Cela lui déforme également le visage par le rapprochement. Puis la sixième case montre la violence de la bouteille, si vous permettez l'expression, étant donné qu'elle est projetée sur le chien, ça me paraît assez approprié. Vous remarquerez aussi que le chien est le plus éloigné possible de la zone éclairée, au-delà du porche, et que les personnages de l'action lui tournent le dos au moment où il montre ses émotions fortes. La septième case, comme la cinquième, a fait un choix de se rapprocher d'un visage pour accentuer ses émotions. La case suivante, quant à elle, est plus en hauteur dans la page, à la fois pour les yeux du lecteur et aussi pour le plan large, qui décide de montrer le personnage féminin à son tour, comme au centre de la case. Sans doute pour montrer que chaque personnage instaure son environnement, l'un de lumière, l'autre d'obscurité. Et donne par ailleurs un parti pris, pour lequel des deux est le plus haut, grand et valable. Chose intéressante, le personnage de l'institutrice, dans cette case, invente une histoire pour ne pas attirer de problème à un autre personnage du logis. Enfin, la dernière case sert de conclusion explicite, par le dialogue final de la page, et implicite, par le visage des deux femmes en mauvais état. Voilà de quoi est capable la mise en scène dans Jusqu'au dernier. L'ancrage et les couleurs sont des compléments parfaits pour un dessin, car ils lui apportent une nouvelle vision, une précision plus distincte, de nouvelles nuances qui apportent une ambiance, voire même donnent un intérêt au dessin. Et dans cette bande dessinée, les couleurs accentuent bien l'ambiance des différentes scènes, avec ce petit quelque chose dans l'atmosphère, qui apporte tant à la scène. Scène qui ainsi nous raconte mieux les personnages. En effet, même si la mise en scène est là pour une histoire, l'histoire quant à elle est en partie là pour les personnages. Et justement, que valent-ils ? On peut dire qu'un certain soin leur a été apporté, que ce soit par leur dialogue foncièrement humain, mais aussi par leur réalisme au niveau physique. Leur visage, l'essence même de leur émotion de personnage. Leur visage fut manifestement orchestré avec minutie par Paul Gastine. En interview, il a même avoué qu'il lui arrivait de dessiner et redessiner une quinzaine de fois le même visage pour une simple case, chose qui lui permettait de, je cite, trouver l'expression juste. Et le résultat de cet acharnement est que le visage arrive à nous transmettre des émotions effectivement très justes. Détail très primordial dans le milieu du dessin et dans tous les arts visuels en général d'ailleurs. Rajoutez à cela des décors contemplatifs, une fin qui prend des risques et un univers de western rajouté après réflexion pour coller avec l'évolution du temps, un des thèmes du récit avec le social, et vous obtenez Jusqu'au dernier.